Ils pensaient que mon compte en banque était un distributeur automatique sans fin pour les échecs de mon frère. Ils ne réalisaient pas que j'avais déjà verrouillé le coffre-fort et jeté la clé. Permettez-moi de planter le décor. Mes parents m'ont toujours considéré non pas comme un fils, mais comme un filet de sécurité financier pour mon jeune frère, Léo. Léo est un entrepreneur en série dont les entreprises s'effondrent constamment, laissant derrière elle une traînée de cartes de crédit au plafond et d'investisseurs en colère. Moi, je suis architecte en cybersécurité senior. Je n'ai pas hérité d'un sou. J'ai bâti ma richesse grâce à un travail acharné, des investissements intelligents et une discipline financière extrême. Je suis à l'aise, indépendant et je possède ma maison en toute propriété. Mais pour mes parents, ma réussite n'était qu'une ressource à exploiter pour réparer le dernier désastre de Léo. Pendant des années, ils ont fait des demandes subtiles. Peux-tu te porter garant de son prêt? Juste un petit coup de pouce pour l'aider à repartir. Je refusais poliment, en invoquant mes propres objectifs financiers. Ils m'ont traité d'égoïste et de froid. Ma mère me faisait culpabiliser, disant que la famille devait toujours passer en premier. Mais le point de rupture est survenu lors d'un dîner familial chez moi. Léo venait de perdre 200 000 $ de plus dans une aventure crypto ratée. Mes parents étaient furieux, mais pas contre lui. Ils étaient furieux contre Astérisque, moi Astérisque, de ne pas l'avoir renfloué plus tôt. Mon père se penchait au-dessus de la table, le visage rouge d'entêtement. « Tu as un demi-million qui dort sur ce compte épargne sans rien faire. » a-t-il aboyé. « Nous sommes légalement tes plus proches parents. Si tu n'écris pas le chèque pour sauver ton propre sang, nous trouverons un moyen d'y accéder nous-mêmes. Tu dois ça à cette famille. » Ma mère a hoché la tête en accord, sirotant son vin. « C'est seulement juste. Nous t'avons élevé. Ton frère a besoin d'un nouveau départ, et toi, tu ne fais que thésauriser. » À cet instant précis, l'illusion du devoir familial s'est évaporée. Ils ne demandaient pas d'aide. Ils exigeaient le travail de ma vie pour financer un puissant fonds, et ils croyaient y avoir droit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je ne leur ai pas donné la réaction explosive qu'ils voulaient utiliser comme preuve de mon instabilité. Au lieu de cela, j'ai calmement posé ma fourchette. J'ai dit « Tu as raison, papa. J'ai thésaurisé. Il est temps que je le mette dans un endroit vraiment sécurisé. » Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine et j'ai attrapé mon sac de nuit pré-préparé. J'ai laissé les clés de ma maison sur le comptoir, juste à côté d'une copie imprimée de mes nouvelles coordonnées pour mon avocat. Je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à un hôtel de luxe en centre-ville. Une fois dans ma suite, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai bloqué mon père. J'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué Léo. J'ai bloqué ma tante qui servait toujours de messagère. Ensuite, j'ai appelé Victoria, ma redoutable avocate en protection de patrimoine et en succession. Exécuter la phase finale, lui ai-je dit. Déplacer tout. Au cours des 2 derniers mois, anticipant cette escalade exacte, Victoria et moi avions discrètement mis en place une fiducie irrévocable et aveugle. J'y ai transféré la totalité de mes économies, mon portefeuille d'investissement et l'acte de propriété de ma maison. La fiducie est gérée par un fiduciaire d'entreprise indépendant. J'ai conservé une allocation mensuelle modeste et fixe dans un nouveau compte chèque personnel séparé, mais la majeure partie de ma richesse, ou le demi-million sur lequel il bavait, était légalement intouchable. Même par moi, et certainement pas par eux. Le lendemain matin, les retombées ont commencé. Comme ils étaient bloqués, ils ont dû utiliser d'autres méthodes. D'abord, mon père s'est présenté chez moi avec un serrurier, affirmant avoir un accès d'urgence en tant que parent. Mon gestionnaire immobilier, qui avait reçu l'ordre de changer les serrures à 6 heures du matin, les a rencontrés à la porte et les a poliment informés que toute tentative d'effraction entraînerait une arrestation immédiate pour violation de domicile. Ensuite, mes parents se sont rendus dans ma banque principale, essayant de geler mes comptes ou d'exiger un retrait sous prétexte d'une urgence familiale. Le directeur de l'agence leur a ri au nez et les a informés que mes comptes n'existaient plus sous mon seul nom. Les fonds appartenaient à une entité de fiducie d'entreprise et la banque avait l'interdiction légale d'en discuter ou d'accorder l'accès à quiconque sans l'autorisation explicite du fiduciaire. Mais la vraie justice, l'échec et ma stratégique, c'est arrivé 3 jours plus tard. La dernière opportunité commerciale de Léo était un retournement immobilier qui nécessitait un prêt relais de 150 000 $ pour se conclure. Mes parents avaient fièrement déclaré au prêteur privé que je garantissais le prêt et que mes liquidités en épargne servaient de garantie. Les prêteurs avaient retardé la clôture, attendant ma signature. Jeudi, le prêteur principal a appelé ma ligne directe. « Bonjour, ici Marcus d'Apex Landin. Nous finalisons la vérification de la garantie pour le projet de Léo. Vos parents ont dit que vous déteniez les fonds.
Pouvons-nous obtenir l'attestation de FO? NDS? J'ai regardé mon calendrier. J'ai pris une lente gorgée de mon café. En fait, Marcus, ai-je dit d'une voix parfaitement calme, j'ai officiellement révoqué toute garantie financière pour les entreprises de Léo. De plus, mes actifs sont désormais détenus dans une fiducie irrévocable et aveugle, et Fiduciaire a explicitement refusé toute association avec ces projets. Je vous suggère de retirer votre financement. Sans ma garantie, le prêt relais de Léo a été instantanément refusé. Les prêteurs privés se sont retirés. Son retournement immobilier certain s'est effondré, et il s'est retrouvé personnellement responsable des acomptes initiaux qu'il avait déjà gaspillés, parce que son égoïste de grand frère n'était pas là pour le renflouer. Une semaine plus tard, je sortais de mon immeuble de bureau. Ma mère m'attendait sur le trottoir. Elle avait l'air terrible. Pas de coiffure parfaite, pas de manteau de créateur. Elle pleurait. Elle a supplié. Elle a dit que Léo était ruiné, qu'il faisait face à la ruine financière, qu'ils étaient juste désespérés, qu'il ne voulait pas me menacer. Elle a dit qu'il m'aimait et voulait juste garder la famille unie. J'ai regardé la mère qui avait passé toute ma vie à me traiter comme un distributeur automatique ambulant. Je n'étais plus en colère. Je ne ressentais plus rien du tout. J'ai dit, « Maman, tu n'as pas juste demandé un prêt. Tu as exigé le travail de ma vie pour permettre ces échecs. Et quand il a fallu choisir entre ma sécurité financière et ton sentiment d'impunité, tu as choisi de me menacer. Je m'assure simplement que l'avenir financier de la famille soit exactement ce que tu voulais qu'il soit, entièrement ta responsabilité. » Je suis passé devant elle, je suis allé à ma voiture et j'ai conduit. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Cela fait 6 mois maintenant. Je continue de gérer ma carrière et ma modeste allocation de fiducie avec une tranquillité d'esprit totale. J'ai récemment acheté un magnifique chalet tranquille à la montagne. J'ai appris par la rumeur que Léo a dû emménager dans le sous-sol de mes parents et que mes parents travaillent maintenant des heures supplémentaires dans leurs emplois respectifs juste pour garder leur propre maison, sans parler de financer sa prochaine aventure. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas bruyante. Parfois, il s'agit simplement de signer tranquillement un document de fiducie, de laisser les clés sur le comptoir et de laisser les faits froids et durs de la finance leur apprendre la vraie valeur de ce qu'ils ont essayé de prendre.